Chapitre 34. Les professionnels. L'homme, qui ne s'appelait pas Victor Tourgasi, nom sous lequel il s'était inscrit à l'hôtel 2 jours auparavant, était assis en pyjama sur le lit, grelottant, essayant de faire entrer son pied dans une chaussette. Ses mains tremblaient encore tellement qu'il n'arrivait pas à viser. La chaussette manquait le pied. Et pour quelqu'un qui devait se servir de son revolver, dans 1 heure ou 2, ce n'était pas là un état physique et nerveux idéal. Il avait passé les dernières 38 heures enroulé dans ses couvertures, avec 41 degrés de fièvre. Et lorsqu'il reprenait connaissance, il n'osait même pas sonner pour demander du thé, par crainte de ce qu'il risquait de dire dans son délire. Il était paludéen. Depuis un certain séjour dans les rizières du Nord-Vietnam. Mais il avait réussi à cacher son état de santé à ses supérieurs, parce qu'on n'envoyait pas en mission à l'étranger les agents susceptibles de se mettre soudain à délirer. Et l'homme, qui ne s'appelait pas Tourgasi, n'avait aucune envie de passer le restant de ses jours dans un bureau. Il réussit enfin à entrer dans ses chaussettes et s'habilla. Un costume de shantung des Philippines, une chemise californienne à fleurs et un chapeau de paille qu'il s'était offert à Waikiki, où il venait de passer 3 mois à nettoyer un réseau bouffé par les Chinois. C'était un spécialiste du nettoyage des réseaux pourris. Après l'arrestation du colonel Abel aux États-Unis, il avait guéri tout seul une organisation que le FBI et la CIA tenaient pratiquement en main. L'homme, qui ne s'appelait pas Victor Tourgasi, était conscient de sa valeur, et il était profondément vexé par la mission dont on l'avait chargé à Tahiti, et qui le ramenait à l'époque de ses débuts, alors qu'il n'était encore qu'un simple exécutant. L'irritation qu'il avait ressentie en déchiffrant le message avait été sans doute en partie responsable de la crise de palu, qui avait retardé l'exécution des ordres reçus il y a près de 2 jours. Il savait qu'on l'avait désigné uniquement parce qu'il se trouvait déjà à Honolulu et était ainsi le seul agent opérationnel disponible dans la région. Mais il ne s'était pas servi d'une arme à feu depuis plus de 8 ans, et il n'en portait jamais sur lui. Il y avait longtemps qu'il laissait ce genre de choses à ses subordonnés.
présent, il était assis sur le lit, rassemblant une à une les pièces détachées d'un Colt de l'armée américaine qu'il avait disséminé dans ses poches et dans ses affaires. Ses mains tremblaient encore tellement qu'il mit 10 minutes à fixer le ressort de culasse. Ça promettait. Il allait falloir tirer à bout portant. À 3 mètres, il était capable de manquer un homme. L'idée d'être obligé de jouer les tueurs à son niveau de responsabilité l'écœurait complètement. Plus tard, il allait exiger des explications. Mais pour l'instant, il fallait agir. L'ordre lui était arrivé à Honolulu, précédé d'un chiffre indiquant non seulement une priorité absolue, l'inflation des priorités absolues était une cause de friction constante dans le service, mais encore une importance vitale. C'était la 4e fois dans toute sa carrière qu'il recevait des instructions aussi chaudes. Or, tout dans ses ordres sentait la confusion, l'improvisation et même carrément le cafouillage. Il l'avait compris immédiatement. D'abord, on agissait de toute évidence sur des renseignements provenant de Tahiti, ce qui supposait une source locale. Il avait aussitôt réagi sur ce point, demandant le contact. Il l'avait reçu 2 heures avant le départ de l'avion, mais le nom était donné, précédé de 2 croix, ce qui voulait dire agent double. Et l'instruction complémentaire indiquait qu'il fallait s'abstenir de tout rapport avec lui pendant l'opération en cours. Et pourtant, on n'hésitait pas à déclencher une opération d'une importance vitale sur des informations fournies par une source suspecte. Mais le comble était l'indicatif bleu, bleu. À la fin du message, dit pour votre sécurité personnelle, ce qui l'avait toujours fait rire, mais ce qui, dans le cas présent, sentait l'imbécilité bureaucratique pure et simple. L'indicatif bleu-bleu signifiait que si vous étiez tué, il fallait vous arranger pour faire disparaître votre corps afin d'éviter la police et les journaux. Un tel impératif supposait au moins 2
s'appelait pas Tourcassi avait suffisamment le goût du métier pour se sentir profondément choqué par ces absurdités. Son expérience lui avait appris qu'elles avaient toujours des suites fâcheuses et la plupart du temps faisaient rater une mission. Pas d'orientation générale non plus. Rien. Il devait se rendre d'urgence à Tahiti, abattre un artiste peintre qui s'appelait Con, Gengis Con. Drôle de prénom, sans doute un pseudonyme, et récupérer tout document qu'il pourrait trouver sur les lieux, ainsi qu'un rasoir électrique et une brosse à dents électrique également. Le rasoir et la brosse à dents signifiaient sans doute un microfilm caché à l'intérieur. Mais là non plus, aucune précision. L'affaire concernait sûrement la bombe à hydrogène française de Mururoa. Mais c'était inconcevable qu'on expédiât un agent de son grade pour une mission de ce genre sans lui donner des renseignements plus complets. Il avait loué une voiture dès son arrivée, trouvé la maison du peintre et examiné les environs, mais n'avait pu pénétrer sur les lieux. Il y avait du monde, un religieux dominicain, un autre homme et une jeune femme qui discutaient devant l'entrée. Il avait arrêté la voiture un peu plus loin pour attendre leur départ, mais avait ressenti alors les premiers symptômes de sa crise de malaria. Il avait tout juste pu retourner à son hôtel et se jeter sur le lit avant de perdre connaissance. Cette malaria, qu'il n'osait pas avouer, était la seule malhonnêteté de sa carrière. Une entorse à la conscience professionnelle par goût de la profession. Il chargea le revolver et le glissa dans sa poche. Il en avait à ce point perdu l'habitude qu'il se sentait presque comme un gangster américain. On envoyait un colonel d'état-major chevronné à une charge à la baïonnette, ou bien l'affaire dépassait en urgence et en importance tout ce qu'on pouvait imaginer, ou bien quelqu'un avait perdu les pédales à Moscou. L'homme, qui ne s'appelait pas Victor Tourcassi, était un Géorgien,
avec d'épais sourcils noirs qui paraissaient plus épais et plus noirs encore sous son crâne chauve, aux deux longues mèches de cheveux soigneusement peignés au-dessus des oreilles, un nez fort au-dessus d'une courte moustache et des yeux marrons foncés comme des carapaces de hannetons. On lui avait souvent dit qu'il ressemblait à Kaganovitch, le gendre de Staline. Il sortit de l'hôtel, prit la Volkswagen et roula jusqu'à Avia, où il laissa la voiture à 1 kilomètre du bungalow. Il fit le tour de la maison parmi les bananiers, les cocotiers et les flamboyants et s'approcha de la porte. Il lui manquait un élément, pourtant essentiel pour une mission de ce genre. Il ne connaissait pas la tête de l'homme qu'il était chargé d'abattre. Il avait l'intention d'entrer sous prétexte d'acheter un tableau, s'assurer de l'identité de l'intéressé et agir ensuite. S'il y avait un témoin, étant donné le degré d'importance attaché à cette mission et le fait qu'il ne pouvait se permettre d'être vu 2 fois, il n'y avait pas à hésiter. Le lagon était à 30 mètres et la nuit allait bientôt tomber. La porte n'était pas fermée et il entendit un mouvement à l'intérieur. Il n'y avait aucune raison de se cacher. Il entra franchement et referma la porte derrière lui. Il se trouvait dans une sorte d'atelier presque vide, où traînaient dans un coin quelques toiles. Au fond, il y avait un rideau fait de bambou et de coquillages. Il s'approcha du rideau et tendit la main pour l'écarter. Lorsqu'il vit le canon d'un revolver pointé vers lui, l'homme, qui n'était pas Victor Tourkassi, manqua de réflexe. Ou, plus exactement, il retrouva instinctivement le réflexe de celui qui l'avait été il y a 15 ans, lorsqu'on lui demandait d'agir plutôt que de réfléchir. Ce fut soudain, comme si sa jeunesse était revenue, et avec elle toutes les erreurs et les impétuosités d'un débutant. Il fit d'un bond de côté, sortit son arme et tira en même temps que l'homme derrière le rideau. Celui qui ne s'appelait pas Tourkassi reçut la balle dans le côté droit, presque à bout portant. Il entendit un cri
et la chute d'un corps de l'autre côté du rideau de bambou qui l'écarta. Le Chinois, gros, rond et d'aspect cossu, était assis par terre, les jambes écartées, le dos contre le mur, tenant son ventre dans ses bras, comme s'il berçait un enfant. Il pleurait, et l'homme, qui ne s'appelait pas Tourcassi, en conclut que ce n'était pas un professionnel. Ce fut à ce moment qu'il se rendit compte que son foie et un rein avaient été touchés et qu'il ne lui restait sans doute plus que 15 minutes de ses forces géorgiennes, réputées les plus solides du monde. Dans 20-25 minutes, il serait mort. Le Chinois continuait à pleurer. Par terre, à côté du revolver, il y avait un rasoir et une brosse à dents électrique. La pièce baignait dans la pénombre et on entendait au dehors tous les bruits paisibles de l'éternel été. Le Géorgien était encore debout, mais déjà, ce n'était plus ses forces qui le soutenaient, c'était sa volonté. Il se surprit à penser à sa femme et à son fils qu'il avait laissé à Moscou, et pensa aussi qu'il valait mieux n'avoir ni femme ni fils dans le métier. Bleu, bleu. Il devait à tout prix se débarrasser de son corps avant de crever. Il fit un pas vers la porte pour se traîner jusqu'à l'eau, mais faillit perdre connaissance et se laissa tomber dans un fauteuil de rotin à côté du Chinois. Il regarda le rasoir et la brosse à dents et poussa le rasoir du pied. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Demanda-t-il en anglais. Chong Fat leva vers lui un regard plein d'une sorte de tendre reproche. La tendresse allait à lui-même, le reproche à l'autre. Américain, bégaya-t-il. Mais alors, pourquoi ? Je travaille pour les Américains. Moi aussi, pour le monde libre. Pourquoi m'avez-vous tué ? Qui êtes-vous ? CIA. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? L'agent de la CIA, ici, monsieur. L'homme, qui n'était pas Victor Tourcassi, fut lui-même surpris de son réflexe professionnel. À quelques minutes de la mort, il guettait anxieusement les lèvres du Chinois pour connaître le nom de l'agent de la CIA à Tahiti. Mais Chong Fat
Jésus, Marie, bégaya-t-il enfin. J'ai mal, je vais mourir. Pourquoi m'avez-vous tué? Je travaille pour vous. Pour la CIA. Pourquoi? Vous avez tiré. Je croyais que c'était les Chinois. Bégaya le Chinois. Il m'avait suivi. J'ai vu le revolver. J'ai eu peur. L'homme, qui n'était presque plus Nikolaï Vassilievitch Ordionikidze, se tenait très droit dans le fauteuil de rotin, la tête en arrière, appuyé contre le mur, perdant son sang. Il voyait le gros chinois, 20 gros chinois tourner autour de lui, mais au moins il ne voyait plus les visages de sa femme et de son fils avant de mourir. C'était une distraction inutile. Il fit un geste de la main vers le rasoir électrique. Microfilm? Rien. Génie. Jong-Fat. On nous a trompés. J'ai tout examiné. Rien. Objet. Dans le commerce. Westinghouse. Jésus-Marie. Le colonel Nikolaï Vassilievitch Ornionikidze tenait ses deux mains sur les bras du fauteuil de rotin, les yeux fermés. Pour rien, hurla Jong-Fat. Pour rien. Vous m'avez tué pour rien. Non, pas pour rien. Les vignes et les filles du Caucase de sa jeunesse passaient sous ses paupières. Pour eux, il entendit des pas et ouvrit les yeux. Il vit le rideau de bambou s'entr'ouvrir et une forme blanche se pencher sur lui. Il fit un effort pour mourir, pendant qu'il en était encore temps. Il avait vu des hommes trahis, sans le savoir, dans leur dernier souffle. Il se leva, demanda à cet effort de l'achever, et demeura debout, à lutter contre ce qui lui restait de vie. L'homme, qui ne s'appelait pas Tamil, regardait l'étranger au visage de turc et au corps de lutteur qui oscillait debout devant lui. Il le saisit dans ses bras, le força à s'asseoir, l'examina rapidement, une balle dans le foie. Il se pencha ensuite vers le Bouddha moribond qui saignait par terre, les bras sur le ventre. Jong-Fat, vous êtes un imbécile. Je vous avais dit de vous tenir tranquille. La meilleure cuisine cantonaise de Tahiti foutait le camp à vue d'œil. Le Chinois leva vers Tamil des yeux tellement agrandis par la souffrance et la terreur qu'il n'était même plus bridé. Dehors, l'océan se jetait sur la barrière de corail dans un fracas rageur. J'étais forcé,
travaillé pour les Chinois, murmura Chong Fat. 11 membres de ma famille, otages, à Canton. Mais j'ai travaillé pour les Américains, par conviction, pour me racheter contre les rouges chinois. Et pour nous, demanda Tamil. C'était par patriotisme. Il y eut sur le visage du Chinois une espèce de sourire attendri. Je suis français. J'étais cuisinier. Bataillon du Pacifique. France libre. Birakeim. De Gaulle. Patriote. Croix de guerre. L'homme de la SDEC sentait sa gorge se serrer. Le seul Chinois au monde à parler avec un authentique accent de gendarme corse allait cesser de faire honneur à ses ancêtres les Gaulois. Cela n'explique tout de même pas pourquoi vous renseignez les Russes aussi, dit-il doucement. Chong Fat fit un effort terrible pour se justifier. Il savait que je travaillais pour les Chinois. Il menaçait de le signaler aux Américains. Chantage. L'agent quadruple bredouilla encore quelque chose où les gargouillements de l'agonie tenaient plus de place que les mots. Et dans ses yeux se figeait déjà à jamais une expression de stupeur sans borne, où celui qui ne s'appelait pas Tamil crut reconnaître l'expression même d'une époque. Il entendit un craquement derrière lui et se retourna. Debout, à nouveau, l'autre couillon guettait sa mort sur le visage du premier. Vous avez encore des projets ? Demanda le Français, froidement. Il y avait des moments comme celui-ci où il était pris d'une haine féroce contre son temps et contre tous ceux qui le rendaient tel qu'il était, à commencer par lui-même. L'homme qui ne s'appelait pas Victor Tourkassi sentait ses forces revenir, l'effort de défense suprême du cœur qui va éclater. Je suis officier des services spéciaux soviétiques. Enchanté. Bouillant de fureur, il lui indiqua le fauteuil. Asseyez-vous. Une cigarette ? Vous prendrez bien quelque chose ? Scotch and the Rock ou vodka ? Les Français et les Soviétiques. Oui, je vois. Peuples amis, vous n'avez aucun intérêt à ce que la police me trouve ici pour les bons rapports entre nos deux pays. Le géant s'appuya contre le mur. Faites disparaître mon corps. D'accord, mais à condition que vous me donniez votre vrai nom. Dit le Français, rapidement. Il fallait sauter sur l'occasion. Vous m'entendez ? Nous trouverons de toute façon. Mais cela nous éviterait des semaines de recherche. Dites-moi votre vrai nom, et je vous promets de vous foutre à l'eau, dès que vous serez mort. Et même avant si vous y tenez. D'accord ? L'homme, qui ne s'appelait pas Victor Tourkassi, baissait la tête. Il ressemblait à un taureau sur le point de tomber à genoux.
Victor Tourcassi.